Salut, vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, Sébastien. Alors je sais que vous me voyez souvent à l'antenne dans Le Point sur No Life ou dans Skill, mais je vais profiter de cette émission pour vous faire découvrir un petit peu ce que je fais en dehors de No Life. Ça ne représente pas une masse très importante de temps, mais il y a quelques trucs, et bah voilà, on va en parler. Mais aujourd'hui dans 100%, on va voir les sorties animées manga avec Vampire Knight et Toriko. On va voir aussi Temps perdu, The Place to Be et Les oubliés de la préhistoire consacrés à Neutopia sur PC Engine. Mais d'abord, on commence par les news. Suite de Dracula 3, La Voix du Dragon, sorti il y a fort longtemps en 2008 pour être précis, Dracula 4 a vu sa sortie officiellement confirmée par Hanuman Interactive pour l'été prochain. Cette vidéo, la toute première à être diffusée, permet de se faire une idée du moteur 3D, un peu vieillot, de ce jeu d'aventure grand public. On y dirige une nouvelle héroïne, Helen Cross. Cette restauratrice de tableaux, travaillant pour le Metropolitan Museum, enquête sur la réapparition en Hongrie d'un tableau censé avoir été perdu dans le naufrage d'un cargo. Ce tableau étant un portrait du prince de Valachie, Vlad Tepes. Bah ouais, c'est un jeu Dracula. Les vers sont majeurs. Oui, dit comme ça, c'est un peu surprenant, mais il suffit de se rappeler que le premier Worms est sorti en 95 pour mieux comprendre le sens de cette phrase. 18 ans que les lombrics se tirent dessus à coups de bazooka, missiles à tête chercheuse et autres objets contendants. On ose imaginer ce qu'ils vont bien pouvoir faire maintenant qu'ils sont majeurs. Pour fêter cela, la série s'offre une compilation sur Xbox Live Arcade, Worms The Revolution Collection. Il s'agit des jeux Worms 2 Armageddon et Revolutions, sortis respectivement en 2009 et 2012, ainsi que toutes leurs extensions. De quoi se trucider entre amis pendant de très longues heures. Critiqué dans 101% au début de semaine prochaine, Shades of Darkness, l'extension standalone de Might and Magic 6 Heroes, a connu un lancement ombrageux. C'est le moins que l'on puisse dire. Un patch de points, pesant plus de 2 Go, est ainsi déjà téléchargeable afin de corriger plus de 160 bugs, et d'après ce que nous avons pu constater, le jeu tourne désormais sans problème majeur. Mais a priori, ce n'est pas le cas pour tous les joueurs. On fera un point précis sur ce sujet dans la critique. Niveau contenu, cette extension comprend 2 campagnes distinctes, l'une consacrée à la nécropole et l'autre au donjon. Le donjon est une nouvelle faction mettant en scène les elfes noirs déchus et le retour des dragons. 7 nouvelles créatures seront accessibles, ainsi qu'une nouvelle cité bien sûr, une monture inédite et un bon paquet d'artefacts. Cette extension est accessible pour une trentaine d'euros et promet une durée de vie conséquente, une bonne vingtaine d'heures de jeu, juste pour la partie solo. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon temps libre? Eh ben, je joue aux jeux vidéo, figurez-vous. En ce moment, je joue à quoi? Je joue toujours à League of Legends, où depuis la sortie du mode de jeu, je joue presque exclusivement en ARAM avec des amis. Donc l'ARAM, c'est un mode pour le fun, c'est all random, all middle, sur une carte en couloir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fun, en fait, ce mode. Tout à fait honnêtement, donc on nous attribue un champion au hasard, déjà, donc c'est pas forcément agréable ce qu'on voulait jouer. Et puis en plus, c'est une map qui est vraiment déséquilibrée de par le concept. Non seulement par le choix des équipes, des champions aléatoires, mais en plus par, on va dire que peut-être les AP sont un petit peu trop forts là en début, je sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est rigolo. Et ça permet, on est un petit peu forcé de jouer des champions qu'on possède, mais auxquels on n'a pas touché depuis des mois et des mois. Et pour vous dire, là, par exemple, j'ai redécouvert que Tristana n'était pas AD, mais AP, des trucs de base. Oui, qu'est-ce que je disais au début de la chaîne? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez zapper. Bon, ben, ça va être un petit peu comme ça aujourd'hui. Et sinon, à côté de League of Legends, bah, je joue, par la faute du role-playing gang d'Intelligent System et de Nintendo, je me suis acheté une 3DS XL et je joue à Fire Emblem. Ouais. Bon, comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup les tactical RPG. Les Super Robot Tyson, j'ai pratiqué pendant plus d'une dizaine d'années. Et donc là, Fire Emblem, j'avais essayé un petit peu, mais le coup des personnages qui meurent définitivement dans les batailles, c'était pas forcément mon truc. J'ai pas beaucoup de temps pour jouer en dehors des jeux auxquels je joue pour No Life, donc je peux pas me permettre de recommencer des batailles encore et encore. Donc là, le fait de pouvoir pour la première fois désactiver ce mode, c'était agréable. Et puis en plus, le jeu est super, il faut le reconnaître, il est super joli, il marche très très bien. Il y a les voix en japonais, bon, c'est pas des longs discours, mais pour moi, c'est vraiment important. Et bah, ça marche super bien. Ce qu'il y a, c'est que le gameplay en lui-même, en termes de tactical, je le trouve pas extrêmement poussé. On peut pas vraiment customiser les unités comme un Robot Tyson entre les combats, enfin il n'y a pas de gestion, outre les achats d'armes et d'upgrades d'armes, il
n'y a pas vraiment d'inventaire ou de caractéristiques. Alors après, oui, il y a les héritages, on y arrive. Et puis en plus, les unités distance n'ont pas vraiment énormément de portée, alors que moi je suis plutôt du genre sniper, tir à distance d'un robot de Tyson. Mais le jeu a plein de qualités, et puis il y a tout l'aspect mariage, donc vous savez peut-être que dans ce jeu, on peut augmenter les relations entre les personnages, et quand ils s'aiment bien, ils se marient, et ils ont des enfants, et par une espèce de lien temporel, on peut rencontrer les enfants, enfin bon, je ne vous spoil rien du jeu. Et du coup, je me suis pris au jeu du shipping. Donc le shipping, c'est ce terme anglais pour décrire les fans qui créent des relations, des relationships entre les personnages, entre leurs personnages favoris. Et du coup, bah oui, on se prend vraiment à créer des mariages entre tel et tel perso parce que c'est important, parce qu'ils se correspondent trop bien. Et ouais, ok, je suis rentré dedans à fond et en ce moment, ça m'occupe beaucoup. Mais sinon, il y a un truc auquel j'ai rejoué aussi récemment. C'est pour le Retro Hand Magic qui va passer mardi, c'est Grandia. Grandia, c'est un énorme RPG qui n'est pas forcément aussi connu qu'il devrait l'être. Je vous en dis pas forcément plus, moi j'ai joué beaucoup sur Saturn à sa sortie en japonais. C'est un jeu qui est très important pour moi. Je vous conseille donc de regarder ce Retro Hand Magic, ça sera mardi dans ce 1%. Mais maintenant, on va regarder les sorties animés manga avec l'intégrale de Vampire Knight et le tome 11 de Toriko, le jeu. Je crois qu'il est apparu dans le Jump Star, mais le manga de combat sur la bouffe. Vampire Knight est un des titres shoujo les plus populaires de ces dernières années. Si le manga est toujours en cours de publication au Japon et en France, son adaptation en série animée s'est arrêtée quant à elle à la saison 2. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans de précédentes critiques. C'est en effet en juin 2009 que sortait en France aux éditions Kazé le premier coffret de Vampire Knight dont la saison 1 comptait 13 épisodes. C'était également le cas de la saison 2 appelée Vampire Knight Guilty. Depuis quelques mois, une nouvelle édition contenant les 2 saisons en boîtier slim a vu le jour. Un véritable gain de place sur l'étagère et une occasion pour ceux qui ne la connaissent pas d'acquérir cette série à un prix maudit. Petit rappel de l'histoire. On suit la vie de Yuki, une élève de l'Académie Cross. Son rôle est de veiller sur le bon fonctionnement de l'école. Une mission particulièrement ardue quand on sait qu'il ne s'agit pas d'un établissement ordinaire. Si en journée les classes sont composées d'êtres humains, la nuit tombée, des étudiants vampires prennent le relais. Et ceux-ci sont évidemment attirés par le sang chaud de leurs camarades humains. そんなものをここに入れて何をするつもりだ。ヴァンパイアと人間の平和的共存を目指して若いヴァンパイアたちを穏健派として教育するためだそうだよ。Elle dort comme un bébé. Je vais te couvrir, tu vas avoir froid. Kaname, c'est toi. Heureusement pour elle, Yuki est accompagnée de Zero, un jeune homme qui remplit la même mission. Cependant, ce dernier cache un lourd secret et voue une haine féroce vis-à-vis des vampires. Au-delà de ce pitch, il sera également question de romance entre les personnages, avec notamment, oh surprise, un triangle amoureux. Il va falloir qu'on parle tous les deux. Dans Vampire Knight, celui-ci implique évidemment Yuki, mais aussi le vampire Kaname qui semble plein d'attention pour l'héroïne. Produite par le studio Dean, à qui l'on doit notamment l'anime Fate Stay Night, la série est tout à fait correcte d'un point de vue technique, avec un character design fidèle au manga d'origine. Qu'est-ce qu'il faisait là? Oh. Tiens, c'est lui qui m'a couverte. L'édition française propose la série en VO sous-titrée et dans une VF plutôt convaincante. Aucune nouvelle saison de la série animée Vampire Knight ne semble programmée pour l'instant.
Tout ce dont on est sûr, c'est que le manga, lui, s'achèvera à son 19e tome avec un dernier chapitre prépublié le 24 mai prochain dans le magazine Lala. Du coup, il est probable qu'on voit arriver ce dernier tome d'ici la fin de l'année en France aux éditions Panini Manga. On pourra alors connaître la conclusion de cette histoire, enfin. Pour moi, tu n'es qu'un pion zéro, mais je sais qu'elle, tu ne la trahiras pas, parce que c'est à elle que tu dois d'avoir la vie sauve. Nouveau fer de lance de l'hebdomadaire japonais Weekly Shonen Jump, aux côtés de One Piece ou Bleach, Toriko continue son bonhomme de chemin en France chez l'éditeur Kazemanga. Dans ce 11e tome, la partie dédiée à la Suntory Soup sur le continent de glace de Ice Hell touche à sa fin. Alors qu'ils sont en très mauvaise posture face aux agents de la Gourmet Corp, Toriko, Komatsu, Takimaru et Match reçoivent l'aide in extremis de Teppei, le gourmet Reviver. Après de nombreux combats acharnés, nos compagnons au palais fin parviendront enfin au bout de leur quête. Il sera alors temps pour eux de se diriger vers Life, la contrée de la guérison, dans l'espoir de soigner le bras coupé de Toriko. Le manga Toriko, shonen d'aventure fortement barré, continue sur sa lancée et nous régale de quelques passages à la limite de l'absurde. Après le mini-arc Ice Hell, riche en affrontements, l'auteur Shimabukuro Mitsutoshi va offrir à ses personnages une petite pause bien méritée avant de repartir vers une nouvelle épopée. Le style graphique particulièrement fouillé du mangaka continuera sûrement à diviser, surtout qu'il semble assumer de plus en plus sa singularité au gré des volumes. C'est simple, on adore ou on déteste. Niveau scénario, l'ensemble reste frais et original. On espère que l'auteur saura garder le cap en évitant les écueils que rencontrent la plupart des titres shonen à longue durée de vie. Alors, sinon, dernièrement, moi je suis allé au Japon, c'était pour l'avant-première de France 5 6. Donc, voilà, j'ai pris quelques jours à No Life pour faire ce voyage parce que c'était important. Il y avait un événement organisé par les fans japonais de France 5 et c'était le dernier épisode, je trouvais ça bien d'y aller. Et j'ai profité du fait que j'y étais pour aller jusqu'à Hiroshima, en fait, rencontrer les gens qui s'occupent de Japan in Motion pour travailler, pour faire le contact, pour renforcer les liens et pour leur assurer que cette émission était très importante pour nous. Et comme j'étais au Japon, j'en ai profité pour acheter quelques mangas. Et je voudrais vous en parler maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, par exemple, Spirit Circle. Donc, c'est un auteur que j'aime beaucoup, Mizukami Satoshi, qui a fait notamment Hoshi no Samidare, qui est édité en France sous le titre Samidare par Ototo. Spirit Circle, c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui se retrouve en fait à revivre des vies antérieures. Il ne sait pas pourquoi, c'est lié avec une jeune fille qui vient de transférer à son lycée et qui semble lui en vouloir pour des raisons inconnues. L'histoire est vraiment lente, c'est assez curieux, c'est vraiment long à se mettre en place, et ce serait avec un autre mangaka, je douterais carrément de l'intérêt du titre. Mais Hoshi no Samidare, c'est une de mes œuvres préférées au monde. Le mec m'a fait pleurer des dizaines de fois avec toutes ses œuvres confondues. Donc voilà, je ne pouvais pas laisser passer ça, et je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant, mais il va falloir du temps pour que ça se révèle. Sangatsu no Lion, Umino Chika, donc l'auteur de Honey and Clover, qui a décidé de faire un manga sur un jeune joueur de shogi professionnel, donc le shogi, les sortes d'échecs japonais, un peu comme Hikaru no Go, vous savez, avec le jeu de Go. Mais là, ça a une touche décidément plus shoujo, avec un jeune qui est assez dépressif et qui rencontre des gens, une famille qu'il adopte un petit peu. C'est très très joliment fait, très très joliment dit, et j'espère que ça sortira bientôt en France, si ce n'est pas déjà le cas, parce que c'est très intéressant. One Punch Man, je pense que vous connaissez déjà peut-être, parce que c'est un manga qui à la base est publié sur internet au Japon, qu'on peut lire gratuitement en japonais, sur le site Tonali no Young Jump. Et surtout, c'est dessiné par Murata Yusuke, que vous connaissez peut-être pour l'excellent High Shield 21. One Punch Man, en fait, c'est un webcomic fait par un japonais, dont le pseudo est One, et qui ne sait pas vraiment très bien dessiner, on peut le dire comme ça, mais son webcomic One Punch Man, qui est l'histoire d'un héros qui est très fort et qui bat tous ses adversaires avec un seul coup de poing, One Punch, son truc est très drôle, ça a eu un gros succès au Japon, et du coup, Jump, qui fait un petit peu des expérimentations dans le milieu du manga, a décidé d'éditer un remake sur internet, redessiné par Murata, et
qui dessine très très bien, et donc c'est gratuit sur internet avec de la pub, et ça sort aussi en manga en dur. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Murata est un dieu du dessin, qui fait des choses incroyables avec cette série, puisqu'il est un petit peu libéré des contraintes de l'imprimerie, qu'il fait des chapitres entièrement en couleur, des chapitres animés en fait, avec une animation en manga page par page qui est peut-être meilleure que pas mal de dessins animés. D'ailleurs, on peut le voir dessiner, il stream sur des plateformes online, si vous le suivez un petit peu sur les réseaux sociaux. On peut le voir ancrer ses planches, dessiner ses planches, et il est juste extrêmement fort. Et le dernier, c'est Mix de Adachi Mitsuru. Donc Adachi, c'est Théo, la batte de la victoire, une vie nouvelle. Et Mix, c'est tout récent. En fait, il reprend le monde de Théo, la batte de la victoire, plus d'une vingtaine d'années après, avec des liens vers cet univers, avec le même lycée. Enfin, on commence au collège. Et je suis bien curieux de savoir ce qui va se passer. Là, dès le premier volume, on retrouve peut-être une famille recomposée avec 2 garçons nés le même jour et une fille. Il y a tous les ingrédients pour faire du Adachi traditionnel qui joue avec ce qu'on attend de lui, avec ce qu'on connaît de lui. C'est vraiment un vieux renard rusé du manga et il fait des choses extraordinaires. Mais j'ai pas fait que ça au Japon, j'ai pas juste acheté des mangas sur le chemin d'Hiroshima. Je suis passé par un endroit un petit peu curieux. J'en ai profité, c'est une île qui est dans la préfecture d'Hiroshima. C'est l'île aux lapins. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont grandi avec des chats ou des chiens, voilà, qui ont leur type d'animaux favoris. Pour moi, c'est les lapins. Et il y a une île au Japon qui avait utilisé comme base secrète pendant la guerre. Ils avaient produit des gaz toxiques. Enfin, c'était une sombre histoire. Et qui avait été du coup laissée à l'abandon, avec quelques lapins. Et du coup, les lapins se sont reproduits comme des lapins, sans prédateurs, tranquillement. Et aujourd'hui, il y a un hôtel, on peut faire le voyage. C'est une toute petite île. Et elle est bourrée de lapins qui sont pas du tout farouches et qui viennent, comme les pestes, les lapins sont des pestes en comportement, ils sont mignons mais ils sont moralement pas très gentils. Ils viennent vous quémander de la nourriture de partout, on peut acheter des graines et leur donner. Et j'ai ultra kiffé. Voilà. Et bon allez, mais je parle trop, on va regarder maintenant Temps perdu justement. Bonjour, vous avez changé de sécurité sociale. Bah oui, c'est possible. Puis, vous allez revenir à l'ancienne. Mais ne vous inquiétez pas, tous les remboursements seront revenus à la normale d'ici 1 an. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Et en plus, il y a Mathilde, attendez les mecs, quoi, waouh. Alors, vous n'allez pas le croire, mais aujourd'hui j'ai la super patate. Alors hop, que je me suis dit, il est temps de faire une spéciale jeu des amis. Car oui, qui dit patate, dit frites, et qui dit frites, dit forum de No Life. Alors pour commencer, Al Asimov nous propose de nous éclater la rate sur l'une des meilleures entrées de la Ludum Dare 26, Gods Will Be Watching. Ici c'est trop la fête, parce qu'on est un petit groupe de survivants dans une ambiance trop tralala peu de poète, et on va tous mourir parce qu'on a oublié d'allumer le feu, trop fun. Antonius Marux, lui, nous dit qu'un jeu de réflexion avec Terminator, Rambo, Snake Plissken et d'autres, ça ne serait que moyennement drôle. Du coup, il nous invite à essayer le prototype de Broforce, seul ou à 2, où on flingue à tout va en faisant tout péter. Bref, c'est pas demain la veille que je pourrais réaliser mon rêve d'assister à une partie d'échecs entre tous les mecs trop fins, s'il te plaît. Mais de toute façon, pour réflexionner avec nos neurones, il y a Frozen Vodka qui, lui, aime pas les cubes avec des gros flingues. Lui, ce qu'il aime, c'est les cubes qu'il faut tourner, retourner et essayer de créer des groupes du nom indiqué sur leur face. Je sais que ça n'est pas très clair, mais en gros, c'est comme un célèbre jeu de société en pire. Du coup, si les cubes n'ont pas de gros flingues, au moins la violence vidéoludique reprendra ses droits lorsque votre collègue recevra votre écran sur la tête. Après, comme on dit, la 3D et les cubes, c'est surfait. Non, rien ne vaut un bon jeu d'aventure façon texte. Visuellement, ça fait peur. Et surtout, on a un peu l'impression au début qu'il ne se passe rien. Mais lorsque vous aurez économisé suffisamment de candy, vous comprendrez, comme Double Z, que Candy Box est indispensable. Batseeds03, lui, aimerait que nous allions nous prendre la tête avec des plaques. Dans Kutak, vous devez empiler des dalles pour faire une pile. Ce qui peut paraître logique vu qu'on empile rarement des trucs pour faire un camembert par exemple. Et bah voilà quoi.
Moi, j'aimais bien mon barman. Et Milouz.cap, lui aussi. Sauf que lui, il n'a jamais joué contre Benoît. Moi, oui. C'est pourquoi je ne lui parlerai jamais de Bomberman, car j'aurais trop peur de l'y croiser un jour. Parce que Benoît, c'est un dieu. Si, croyez-moi, dans la vraie vie, son vrai boulot, c'est pas présentateur vedette, c'est Dieu. Comme quoi, il n'y a pas de sous-métier. Non, il n'y en a pas. On peut être singe de laboratoire, par exemple, comme nous le propose Frozen Vodka. Et oui, encore lui. Ici, il faut essayer de faire en sorte que les machins là, ils se rejoignent en tirant par là, et quand on réussit, on nous offre une banane. Et ça, c'est gentil. Mais après, ça devient achetement difficile de trouver la bonne perspective. Du coup, ça prend plein de temps. Et forcément, on se dit que ça tombe bien, car Frozen Vodka et mes autres amis de le forum n'ont pas oublié que... pour gagner plus, jouer plus. Alors, sinon, je me suis demandé un truc récemment. Figurez-vous que mon réveil matin est mort. Voilà, alors je me réveillais tous les matins avec Chikyugi, l'opening de Senseiya Hades, première partie. Et puis, du jour au lendemain, plus de réveil. Je suis bien embêté et je me dis que c'est peut-être le moment d'upgrader un peu la chambre à coucher et d'avoir un réveil qui va jouer un morceau de musique le matin de manière aléatoire. Voilà, c'est pas forcément très compliqué, non ? Ça doit pouvoir se trouver. Eh bien, figurez-vous que non, pas du tout. Si on veut un réveil qui va jouer un MP3 sur une clé USB, une carte SD, je n'ai pas trouvé. À mon avis, ça n'existe pas. Il faut carrément une chaîne Hi-Fi, acheter une chaîne Hi-Fi. De toute façon, apparemment, maintenant, les gens utilisent plutôt leur portable. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire. Et parce que pour moi, le téléphone, il reste au salon, enfin branché sur l'ordinateur, se recharger la nuit. Donc il se trouve que récemment on avait fait l'acquisition à No Life, je m'étais acheté aussi un Raspberry Pi, donc c'est ce petit ordinateur format carte de crédit qui a plein d'entrées-sorties, enfin on peut le connecter en HDMI, USB, il y a plein de choses. Et quand je dis ordinateur, c'est qu'on peut y installer une version de Linux sous Debian, et donc on peut faire un nombre incroyable de choses, et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas apprendre le Python, hein, c'est l'occasion, puisque je sais un peu programmer quand même, mais je connais pas le Python. Et puis, créer mon propre radio-réveil que je pourrais commander, je sais pas, par le web, je peux mettre un serveur web, par SSH, plein de choses. Et ça commence à prendre un petit peu forme. Du coup, j'ai acheté bien sûr des petites enceintes, un hub USB pour brancher plein de choses, un bouton jog shuttle. Et en fait, je me suis aperçu qu'on pouvait relativement facilement utiliser un cadre photo. Vous savez, les gens achètent des cadres photos numériques pour mettre chez eux, pour mettre tous leurs JPEG de vacances, de photos de famille. Et on peut en trouver pas cher, qu'on peut contrôler par USB et leur envoyer... ils peuvent agir comme un petit moniteur, un petit écran, qu'on pilote tout simplement en envoyant des images JPEG. Bon, ok, ça veut dire que je peux compositer des images, les envoyer, faire apparaître l'heure quand je touche un petit peu au bouton. Je suis en train de bricoler un peu ça, 1 heure par-ci, 1 heure par-là le week-end. C'est assez rigolo. Si j'arrive à faire un truc qui tient la route, promis, je le lâcherai en open source. Vous verrez ça sur le forum. J'ai créé un fil dans la partie téléphone et gadgets. Voilà. Et on va regarder sans plus attendre The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune et tu veux voir une émission qui mêle information de qualité et humour ravageur? Bon t'es presque bien tombé. Et alors pendant que tu te demandes sur lequel de ces deux aspects je déconne, moi je vais te filer les endroits où être dans les jours à venir. C'est les deux, nous. Le 11 mai à Niort, t'as une nouvelle édition du festival Japanior. Jeu de mots. Au programme, plein d'activités tournant autour de ce qui te plaît, comme les cérémonies du thé, les ikebana, les cosplays, les arts martiaux, les docteurs de la cave. Et ouais. Et tout ça, d'après ce que j'ai compris, en plein air et en mode The Place to be Free, Wicked. Du 9 au 12 mai à Grenoble, t'as le Retro Game Alp, un event rempli de concours, de tournois et d'animations, le tout tournant bien évidemment autour du jeu rétro. Et alors j'ai lu qu'on pouvait même participer à une tombola et peut-être gagner un flipper. T'imagines si tu gagnes? Ça veut dire qu'avec ton flip,
une doudoune naf-naf, un t-shirt Waikiki et des Adidas Torsion, tu peux faire croire à n'importe qui qu'en vrai tu voyages dans le temps et que tu viens directement des années 80. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine. La semaine prochaine, si tout se passe bien, normalement, on n'a pas de reportage. À moins vraiment que je décide de me professionnaliser d'ici là. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Je me connais bien. Ciao. Alors sinon, à part ça, qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, je lis un bouquin qui a une histoire assez intéressante. En fait, oui, c'est des gens qui font des webcomics sur Internet, là en l'occurrence canadiens et américains, qui ont des projets tout à fait intéressants. Je prends l'exemple de Ryan North. Ryan North, c'est l'auteur de Dinosaur Comics, qui est un webcomic avec la même image graphique en plusieurs cases depuis le début, depuis des années, où il publie juste des textes différents dits par les dinosaures. Et c'est incroyable de voir à quel point il peut pousser ce concept-là. Et en fait, il a, suivant une idée émise dans un de ses comics, je crois en 2005, enfin ça fait super longtemps, il a rassemblé des textes d'écrivains du monde entier autour d'un thème qui est la machine de la mort, Machine of Death. C'est qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme histoire dans un monde où il y aurait une machine qui, en analysant une petite goutte de votre sang, pourrait prédire la cause de votre mort en imprimant sur un petit papier électrocution, noyade, assassinat, je ne sais pas. Et le résultat est assez morbide, mais assez intéressant aussi, surtout que les textes retenus, bon, il y a quelques personnes intéressantes dans le lot. Et surtout, ce livre est édité en licence Creative Commons, donc vous pouvez aller le lire gratuitement sur Internet. Bon, c'est en anglais, mais je suis en plein dedans et il y a quelques trucs assez intéressants. Et à part ça, je ne saurais que trop vous conseiller une œuvre dérivée d'un auteur de webcomic aussi qui s'appelle Brian Clevinger, qui a travaillé longtemps sur 8-Bit Theater, donc qui est un petit webcomic reprenant les sprites de Final Fantasy 1. Et cet homme-là est devenu le scénariste d'Atomic Robot. Atomic Robot, c'est trop bien. C'est donc un comic américain standard. Moi, je l'achète en version numérique, mais vous pouvez, je pense, le trouver dans les librairies d'importation américaine à Paris, par exemple. Atomic Robot, c'est un robot, une machine construite par Nikola Tesla, qui lui a donné une intelligence. Et c'est l'icône un petit peu exagérée du héros scientifique d'action. Et je vous en dis pas plus, c'est juste trop bien fait. C'est vraiment, en plus c'est super bien dessiné, colorié, enfin colorisé. C'est vraiment ultra agréable à lire. Maintenant, on va regarder Les Oubliés de la Préhistoire qui va nous parler de Neutopia. Donc Neutopia, c'est un action RPG sur PC Engine qui est souvent considéré comme le Zelda de la PC Engine et souvent en plus comme une copie de Zelda. Alors est-ce que c'est la vérité? On va voir ça avec Florent maintenant. Mes chers enfants, la Playhistoire est pleine de bugs. Et des bugs oubliés en plus. Heureusement, la très officielle Big Bug Hunting Society of Montargis... Excuse-moi Slim, je veux pas te déranger, mais c'est mon cours là, toi c'est ailleurs. Et en plus, c'est ma veste que tu... Oh, alors pour la veste, je l'ai trouvée par terre, et quand j'ai vu qu'elle m'allait bien, j'ai cru que c'était la mienne. Bon, le truc c'est que chez moi, les consoles elles répondent pas, du coup je m'étais dit, peut-être une fois ça pourrait être intéressant de... Mais bon, J'y vais? Ouais, s'il te plaît, ouais. Bon. J'y vais. Ma veste. Bah quoi les enfants, qu'est-ce qu'il y a? Vous auriez préféré que ce soit Slim qui vous fasse cours aujourd'hui? Attendez, c'est peut-être un beau gosse, hein, mais je dois vous prévenir, hein, tout ce qu'il touche finit par bugger. Bon, c'est pas tout ça, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'un de mes coups de cœur du tout début des années 90. Neutopia 2 sur PC Engine est édité par Hudson Soft. Cette action RPG est certainement l'un des titres du genre les plus réussis, alors qu'il reste pourtant très méconnu. Neutopia 2 est un jeu épique.
Il n'y a qu'à admirer la petite séquence de titre et surtout écouter sa musique pour s'en convaincre. Vous allez contrôler le fils de Frey, le héros du premier épisode qui est venu à bout du grand méchant Raphaël. Vous devrez parcourir un immense royaume à la recherche d'artefacts et d'objets dissimulés dans des donjons. Au fil de votre progression, vous gagnerez en puissance et pourrez ainsi résoudre de plus en plus d'énigmes. Comme souvent dans les jeux du genre, vous pourrez pousser des blocs dans les labyrinthes, poser des bombes devant certaines fissures louches ou encore brûler des arbustes pour trouver des passages secrets. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Zelda? Ah oui, ça, je vous l'accorde volontiers. Pourtant, si l'on en croit le témoignage d'Iwasaki Hiromasa, un programmeur d'Hudson de cette époque, les deux créateurs de la série nommés Yasuda-san et Kaneda-san souhaitaient juste rendre un vibrant hommage à Zelda, un titre qu'ils avaient eux aussi beaucoup apprécié quelques années plus tôt. Takarashi Meiji nous confiera également que la direction d'Hudson a accepté ce projet en toute connaissance de cause et qu'elle ne voyait pas vraiment où était le problème. Allez les enfants, faites pas cette tête là, voyons, ne dit-on pas faute avouée, faute à moitié pardonnée? En plus, je pense aussi que les joueurs ont fustigé Neutopia de façon un petit peu trop précipitée. Par exemple, à cette époque sur Famicom, des centaines de jeux de plateforme très inspirés de Mario ont déboulé sur le marché et personne n'a jamais vraiment crié « Mamma mia, c'est un scandale !» Du coup, je me suis demandé pourquoi on sortait la guillotine à Hucard dès qu'on abordait le cas de Neutopia. En fait, je pense qu'il y a deux raisons majeures à cette différence de traitement. Déjà, contrairement à Mario, il y a eu tellement peu de véritables clones de Zelda que la moindre tentative de copie ou d'hommage s'est vue comme un pixel mort au milieu d'un écran PSP. Dit autrement, si le marché avait été inondé de clones de Zelda comme ce fut le cas pour Mario, je parie que Neutopia n'aurait finalement choqué personne à sa sortie. Ensuite, je crois que la seconde explication se trouve dans la nature même du public. Le public qui joue à Mario n'est pas le même que la fanbase installée de Zelda. Admettez que cette dernière est souvent plus hardcore que les amateurs du plombier. De fait, ce que les gens n'ont pas remarqué avec Super Mario, les gamers fans de Zelda ne le tolèrent pas pour leur série fétiche. Évidemment, il ne s'agit là que de mon avis et je vous invite, mes chers enfants, à vous faire le vôtre. Je t'écoute, Wii U. Bon, tu n'as pas l'air vraiment très convaincu par cette histoire d'hommage, mais moi j'y crois et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Mes enfants, que ce soit pour l'histoire ou la préhistoire, n'oubliez jamais de replacer les faits dans leur contexte avant de les juger. Vous allez voir qu'au final, on a fait trop grand bruit de cette affaire. Déjà, rappelons que le premier épisode de Neutopia est sorti en novembre 1989, c'est-à-dire pratiquement 4 ans après Zelda, sorti en février 1986. Or, 4 ans dans le jeu vidéo, c'est une éternité. En outre, je me dois de vous rappeler que Zelda 2 n'avait strictement plus rien à voir avec le premier épisode au niveau du gameplay et du game design. Or, Neutopia est sorti 2 ans et demi après Zelda 2. Du coup, après tout ce temps et surtout la toute nouvelle direction que semblait prendre la série Zelda, quand les créateurs d'Hudson nous parlent d'un hommage à un jeu du passé, il est vraiment permis de les croire. En plus, Neutopia a malgré tout apporté son lot de nouveautés, et vous le voyez sur les images, notre héros utilise de nombreuses armes inédites. Comment ? Ah, j'étais sûr que le nom de Zelda 3 finirait par tomber. Eh bien, sachez mes chers enfants que Neutopia 2 est sorti 2 mois avant Zelda 3. Donc si on voulait pousser davantage le délire, on pourrait presque dire que c'est Zelda 3 qui s'est inspiré des deux Neutopia pour son atmosphère graphique. En gros, on obtiendrait un hommage d'hommage. Avouez que c'est beau la fraternité entre les développeurs de jeux vidéo japonais. Quoi qu'il en soit, si je tenais à vous présenter Neutopia 2, c'est surtout parce qu'il faut y jouer pour ce qu'il est, un excellent action RPG oublié. Si vous avez aimé Zelda 1 ou Zelda 3, alors essayez de considérer Neutopia 2 comme le meilleur des spin-offs et vous verrez que vous prendrez un plaisir immense. Le premier Neutopia n'est pas mal non plus, mais le deuxième est bien plus abouti, faites-moi confiance. Bon bah voilà les enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Ma veste. Elle a disparu, il a encore fait bugger ma veste. Slim, ma veste! Voilà, alors ça va être l'heure de se quitter. Je voudrais juste parler un petit peu d'Ionesco. Oui, je fais un petit peu de théâtre dans mon temps libre, c'est mon loisir hors geek, même si bon, je considère qu'on peut être geek de plein de choses. Là récemment, j'ai eu l'occasion de jouer une version d'Electre sur scène. Electre, une tragédie grecque du Sophocle, incroyable, j'ai pu être... C'était très intéressant. Mais là,
j'ai pu voir hier soir justement un montage de La Cantatrice chauve d'Ionesco, donc c'est du théâtre de l'absurde, mais ça n'en reste pas moins très très divertissant et très très amusant. Il y a une amie qui participe à ce montage-là, c'est à la Comédie Saint-Michel. Si vous avez l'occasion d'aller voir, il joue jusqu'en décembre, je crois, c'est 2 fois par semaine. Voilà. La Cantatrice chauve d'Ionesco. Merci de m'avoir écouté parler de plein de sujets tout à fait divers et variés. Et puis, à bientôt sur No Life.